Nous allons accueillir maintenant, Eliane, Monsieur Christophe Debien. Est-ce que tu veux bien présenter Monsieur Debien aux Avec plaisir, participants? avec plaisir. Nous avons joint Monsieur Christophe Debien il y a déjà un moment, en sa qualité de psychiatre, et puis parce qu'on le voit un petit peu partout sur les médias, parce que il est non seulement psychiatre à Lille, il a créé la chaîne YouTube Syllab, et il a récemment écrit un livre qui s'appelle Nos héros sont malades, où on peut trouver dans ce livre toutes les figures du cinéma connues, dans les films connus, qui représentent des stéréotypes de pathologies mentales, dont le plus connu pour nous, les troubles bipolaires, c'est bien sûr Homeland. Voilà, Monsieur Debien, je suis rassurée. Bonjour. Bonjour, j'étais là, mais je n'arrivais pas à vous joindre. D'accord. Merci pour cette présentation, merci pour cette invitation. Surtout après les interventions de grande qualité qui ont précédé mon intervention, et puis notamment celle de Madame Aude Caria qui a particulièrement bien introduit le sujet. Alors effectivement, je suis là non pas en tant que psychiatre, mais je suis là en tant que youtubeur. Alors ça fait bizarre à mon âge d'être youtubeur, mais dans les actions Sisyphe à mettre en place, je pense que ça fait partie justement de ces actions, d'être présent dans ces nouveaux médias. Et notamment, je pense que c'est Jean-Luc Roland qui le rappelait tout à l'heure, étant donné l'enjeu sur les plus jeunes. Alors, je vais donc moi vous parler un peu de cinéma et de séries. Je vais essayer de tenir mon temps, ce qui n'est jamais arrivé, donc je vous le préviens, jusqu'à présent. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Impeccable. Impeccable. Alors voilà, pourquoi vous parler de films et de séries? Je crois que Aude Caria nous l'a parfaitement présenté tout à l'heure, hein, l'importance des médias. Alors on connaît l'importance des médias, on connaît leur impact, hein. Il y a eu pas mal de thèses qui ont été faites, qu'elles soient en médecine ou en communication, sur l'impact de l'image. En termes de, on estime, hein, par exemple, que si vous associez une image animée et une information, eh bien, 3 jours après, vous retenez 65% du message, hein, et si vous aviez fait la même chose sur un texte, vous ne retiendriez que 10% du message. Donc on voit l'importance, hein, de l'image, des films. La période Covid nous a aussi poussé à aller vers ce média, à consommer un peu plus de séries, enfin beaucoup plus de séries d'ailleurs, que d'habitude, et donc aller voir un petit peu ce qui se passe autour de la maladie mentale, même autour de la santé mentale au cinéma et dans les séries. Ça paraît important parce qu'on sait que ça a un impact, on en a parlé en termes de stigmatisation, mais ça peut avoir aussi un impact très important en termes d'apprentissage. Alors, je vais commencer par vous présenter, par vous dire d'abord que on peut considérer que cinéma et psychiatrie sont nés quasiment à la même époque, puisqu'ils sont nés à la fin du 19e siècle, 1800, dans les années 1890, et que d'emblée, le cinéma va s'intéresser très très fort à la maladie mentale, tout ce qui tourne autour de ce que nous, on appelle aujourd'hui la psychiatrie, puisque pendant la période du muet, et donc je vais vous présenter un petit exemple, hein, ah, ça passe pas. Pourquoi ça passe pas? Là. Pendant la période du muet, hein, donc de 1899 à 1929, on estime qu'il y a plus de 450 films qui traitent de psychiatrie au sens large du terme. Vous voyez, ça, c'est Georges Méliès, hein, 1901, on est au tout début du cinéma. Et le film s'appelle, le court-métrage, hein, que vous pouvez trouver sur YouTube de façon gratuite, s'appelle Les Évadés de Charenton. Charenton étant à l'époque un grand hôpital psychiatrique. Alors vous voyez avec
des images assez loufoques, hein. La représentation, du malade mental, elle est bizarre. Ce sont des clowns qui alternent entre le noir et le blanc. Alors à l'époque, le noir, hein, c'est particulièrement, stigmatisant. Vous avez un autre film qui va donner d'emblée, cette image, du fou, et excusez-moi du terme, mais dans, The Escapic Lunatic, hein, là aussi, il est sur YouTube de façon gratuite, où on voit, quelqu'un qui est une personne qui est habillée en Napoléon, qui est visiblement dans quelque chose qui ressemble à un hôpital, mais qui ressemble surtout à une prison. On sait que c'est un hôpital parce qu'il y a des soignants, hein, il y a des infirmiers, et de façon, très caricaturale, hein, le court métrage se focalise sur, l'échappée, de ce «patient» entre guillemets, avec, tous les stigmates déjà de la psychiatrie. Là, on est en 1901 aussi, hein, c'est-à-dire la violence des soins, c'est-à-dire, quelqu'un qui s'habille en Napoléon, hein, qui se prend pour, vous voyez? On retrouve d'emblée, tout ce qui aujourd'hui, nous pèse encore très, très fort sur la psychiatrie. Alors ça, on parle des, usagers, des patients, des personnes concernées, mais on peut aussi parler, d'emblée des, soignants avec cet extrait. Alors le docteur Mabuse est psychiatre, et il est psychiatre. Vous voyez qu'il donne envie, hein, tout de suite. Il donne envie tout de suite, hein, il ne fait absolument pas peur. Vous avez vraiment envie de vous confier à ce psychiatre qui, a un autre métier, et son autre métier, c'est arnaqueur, hein. Là, il joue une partie de cartes et il va utiliser l'hypnose pour, abuser, tous les participants autour de lui, hein. Il se déguise. Là, on est, dans les années 20, et dans les années 20, la figure du thérapeute, puisque c'est pas, il s'appelle pas encore psychiatre à cette époque-là, elle est très maléfique. Elle est là pour, manipuler, très souvent par l'hypnose, et pour abuser les gens, faire commettre des meurtres, ou toucher de l'argent. Donc vous voyez qu'entre, les personnes concernées par la maladie mentale et les soignants de l'autre côté, eh bien, c'est une catastrophe dès le début du cinéma. Heureusement, il va y avoir une espèce de virage. Alors, excusez-moi, hein, pour les historiens du cinéma, je fais des raccourcis, hein. En fait, il y avait déjà eu quelque chose dès 1926, hein, qui essayait de réhabiliter le soin psychique de l'époque, c'est-à-dire la psychanalyse à l'époque, hein, qui était très, très prisée des scénaristes. Mais c'est surtout, Alfred Hitchcock, hein, qui va entraîner un virage et qui va essayer de faire changer un petit peu, de faire changer un peu la vision, notamment du thérapeute, dans un film qui s'appelle Spellbound, dont je vous mets un petit, ou qui s'appelle aussi La maison du docteur Edward Hess, dont je vous mets un petit extrait. Leaning over the sloping roof of a high building was the man with the beard. I yelled at him to watch out. Then he went over, slowly, with his feet in the air. And then I saw the proprietor again, the man in the mask. He was hiding behind a tall chimney, and he had a small wheel in his hand. Alors, ce qui est intéressant dans cet extrait, qui est sorti de son contexte, donc vous avez du mal à le comprendre, et je le comprends, c'est que la personne qui est censée être malade, hein, et donc est sur le divan de façon assez classique, et on va analyser son rêve. Alors ce rêve, pour ceux qui sont amateurs de Dali, ont reconnu que c'était effectivement le grand maître qui avait mis en scène, ce rêve, hein, ce qui a été une catastrophe à la fois pour, le film, et à la fois, pour nous aujourd'hui, parce que, Hitchcock a été tellement déçu, de cette, collaboration avec Dali, qu'il a décidé de ne plus représenter l'inconscient, hein. À l'époque, c'était ce qu'il essayait de représenter, et donc du coup, il va, être à l'origine d'un des mythes, hein, très, très forts sur
la schizophrénie, c'est-à-dire la double personnalité, puisque dans Psychose, comme il a été déçu, par la représentation, faite de l'inconscient par Dali, eh ben, il va, introduire le mythe de la double personnalité, hein, puisque vous savez que dans Psychose, justement, l'explication, de la schizophrénie, eh ben, c'est que le patient se prend à la fois pour, lui-même et sa mère, et c'est sa mère qui assassine, et on retrouve aussi un premier stigmate très, très fort, sur la schizophrénie qui colle encore à la peau, des, personnes atteintes de schizophrénie, c'est-à-dire l'association à la violence. Donc, vous voyez que déjà Hitchcock va être déjà dans cette ambivalence. À la fois, il utilise, il montre, les troubles mentaux de quasiment dans tous ses films, et à la fois de façon, positive, hein, et à la fois de façon très, très négative. Mais surtout, ce qu'on retient, lorsque l'on parle de cinéma et psychiatrie, c'est ce film. Why do you think they might think that? Don't make a bit of sense to me. Do you think there's anything wrong with your mind, really? Not a thing, Doc. Excuse me, man. Alors, je pense que vous avez tous et toutes reconnu ce film, Un vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est assez impressionnant, Vol au-dessus d'un nid de coucou, pour montrer à quel point on peut marquer, la population. C'est qu'aujourd'hui, si on fait, lorsqu'on a fait un comment dirais-je? Un sondage auprès de la population générale, au moment de la sortie, de la série Ratched, donc qui est une série qui vient de sortir et qui est centrée sur le personnage de l'infirmière, maltraitante dans le film. Eh bien, on s'apercevait que 75 de la population citait, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ce qui était drôle, c'est que chez les moins de 25 ans, ceux qui citaient Vol au-dessus d'un nid de coucou ne l'avaient jamais vu. Donc là aussi, c'est assez, enfin, tout à l'heure, Aude Caria parlait de Sisyphe, hein, pour lutter, contre les mythes. Ben, on voit bien à quel point les mythes perdurent alors que les gens n'ont pas vu le film. Et pour faire un peu une transition, vers ce que je veux dire dans une deuxième partie, ce qui est assez intéressant, c'est que Vol au-dessus d'un nid de coucou ne parle pas, Jack Nicholson n'est pas atteint de maladie mentale, hein. D'ailleurs, c'est la question qui est posée par le psychiatre dès le début. Puisque, et je crois que tout le monde l'a oublié, hein, alors que Jack Nicholson est montré comme un personnage très romantique, hein, qui lutte contre un système, et cetera, et cetera. Une espèce de Robin des Bois. En fait, on oublie qu'il est là parce que, il essaye d'échapper à la prison parce qu'il il a été, auteur de viols, sur, des jeunes filles de moins de 15 ans. Et d'ailleurs, le psychiatre n'est pas dupe, hein, puisqu'il lui dit qu'il a rien à faire là. C'est, Miss Ratched, hein, donc l'infirmière chef qui, elle, décide de traiter, je ne sais pas quoi, puisque là, ça on est de l'ordre de la prison et non pas du trouble mental, avec de façon très coercitive, puisque, c'est là aussi, c'est dans ce film qu'il va y avoir une mauvaise image de, la sismothérapie. Miloš Forman, hein, qui a été interviewé, dans un excellent reportage, de décryptage de ce film, explique qu'il n'a jamais voulu faire un film sur la psychiatrie, pas du tout. Il a trouvé, dans cette pièce de théâtre, puisqu'à l'époque c'était une pièce de théâtre, une parfaite allégorie de ce qu'il venait de vivre, dans le bloc de l'Est, hein. C'est-à-dire, une espèce de chape de plomb, hein, autoritaire sur, une population. Alors, heureusement, le cinéma peut faire, des avancer les choses, hein. J'ai cité ce film qui s'appelle Deer Hunter ou Voyage au bout de l'enfer. Alors, non pas, dans la maladie bipolaire, mais pour le trouble de stress post-traumatique. Il faut savoir que le trouble de stress post-traumatique n'est reconnu dans les classifications internationales, et donc il y a des propositions de soins derrière qu'en 1980. Ce film sort en 1978. Il fait partie de ces films, précurseurs qui vont parler de, ce syndrome, hein, de ces syndromes de stress post-traumatique, et probablement aider à, ce qu'il rentre à un moment, dans une préoccupation
sanitaire, mais aussi politique, hein. Il faut savoir que le trouble de stress post-traumatique, notamment, est né, en tous les cas, a pu être reconnu sous l'impulsion, d'associations, hein. D'un côté, les vétérans du Vietnam et de l'autre côté, les associations féministes, des années 70 pour la reconnaissance des conséquences du viol. Et donc, ces mouvements, ont été portés au cinéma dans des œuvres un peu plus allégoriques, encore que dans Deer Hunter, on trouve exactement, la symptomatologie, du syndrome de stress post-traumatique. Donc on peut faire avancer les choses aussi avec le cinéma. Vous avez cité, Carrie Matheson, et ben, la voilà. Of shock treatment? It's not cuckoo's nest saw. They use ultra brief pulses now, and it's called electroconvulsive therapy. I don't care what it's called. They still attach electrodes to your skull, don't they? Still jolt you into a seizure? I need to do something. I can't take this anymore. Yes, you can. You're the strongest person I know. This'll pass. No, it won't pass. Alors, ce qui était très intéressant dans cette série, c'est d'abord que c'est une série. Alors, vous allez me dire pourquoi il dit ça? Tout simplement parce que une série peut s'étaler sur, plusieurs heures, hein, comme vous le savez, alors qu'un film n'a qu'1 heure et demie, 2 heures et demie quelquefois pour, installer les choses et pour rendre compte de la subtilité, de l'entrée, dans un trouble psychique, de la subtilité des conséquences sur les familles et des conséquences sur le travail, sur voilà, l'environnement, mais à la fois aussi des conséquences de l'environnement sur le patient. Eh bien, c'est vrai que le cinéma n'a pas forcément le temps d'installer tout ça. Et c'est vrai que la grande supériorité des séries, c'est d'apporter de la subtilité autant dans la symptomatologie et les conséquences que aussi dans le traitement, hein. Hélas, le traitement de la plupart des maladies, d'ailleurs pas que des maladies mentales, ne se fait pas du jour au lendemain, hein. Il n'y a pas de miracle, mais c'est un long chemin que l'on doit parcourir ensemble. Et bien, cette série Homeland, donc avec Carrie Mathison, incarne ça de façon quasiment ou très peu caricatural. Il y a des moments qui sont assez, caricaturaux dans la série, mais encore une fois, on est dans la fiction. Mais globalement, il y a un effort véritablement didactique de déstigmatisation au niveau, des troubles. Déjà, Carrie, elle a un métier et pas n'importe quel métier. Elle travaille pour les services secrets, donc on voit, et le message, il est très clair. On peut être atteint de troubles mentaux et avoir un métier sérieux, et ça, je pense que c'est déjà très, très important d'avoir une série qui affirme ça. Il y a des conséquences de la maladie sur, le métier, mais il y a des conséquences du métier sur la maladie, et c'est d'ailleurs cette interaction qui est très intéressante au cours des 8 saisons. Et puis il y a cette scène qui tente de réhabiliter la sismothérapie, hein, qui est expliquée par Carrie elle-même, hein, que la souffrance qu'elle ressent, demande un traitement, elle en peut plus. Et ce qui est assez intéressant, c'est que son chef, hein, Saul, lui, je vous ai pas mis la scène en entier, mais lui donne la tous les arguments de la stigmatisation, contre la sismothérapie. Moi, je conseille à tout le monde, de regarder au moins la première saison, de cette série. D'abord, c'est une série qui est très bien faite, par ailleurs. Autre chose, si on parle de, psychose en général, de schizophrénie, la plupart des films, je vais dire 90 des films, que j'ai pu, voir, et bien, montrent le patient atteint de schizophrénie comme dangereux. Et bien, il y a qu'un film, enfin, il y a en grande partie un film de cinéma qui a marqué positivement les esprits, c'est celui-ci. Ce qui vous distingue de tous les autres, c'est le fait que vous êtes de loin le meilleur. 4, 5, 5. Vous n'avez jamais eu de certitude, professeur Nash? Trouver une idée vraiment originale, c'est le seul moyen pour moi d'arriver à me distinguer. J'ai rencontré une fille. Alors voilà, un homme d'exception, hein, c'est un film qui a eu un succès grand public, qui est tiré
qui est librement adapté d'un fait réel, hein, de la vie de John Nash, qui a été un prix Nobel, qui est très intéressant, je trouve, parce que là aussi, eh ben, on montre qu'il est possible d'être atteint d'une maladie mentale et d'avoir une vie classique, hein. J'aime pas du tout le terme de normal, hein. C'est-à-dire d'avoir un boulot, de faire des études, d'avoir une vie sentimentale et aussi les conséquences de l'un sur l'autre, hein, dans un aller-retour. Alors que moi, je trouve un peu trop hollywoodien, mais qui a au moins l'intérêt d'être un des rares films positifs sur la pathologie. Il y a une série qui est un peu passée sous les radars sur Netflix, encore une fois, qui s'appelle Maniac, qui est pour moi à ce jour la meilleure série sur la réflexion au-delà de la pathologie, mais la réflexion de ce que c'est que la santé mentale. C'est vraiment une série alors très exigeante, et l'un des personnages est atteint de schizophrénie, mais alors absolument pas de façon caricaturale et c'est vraiment très, très agréable. On voit qu'avant tout, c'est une personne comme vous et moi qui a des problématiques vis-à-vis de son emploi, des problématiques vis-à-vis de ses amours et que la pathologie vient compliquer les choses, point. Il n'est pas plus dangereux que vous et moi. Je rappelle au passage que, notamment dans la schizophrénie, les sujets atteints de schizophrénie sont bien plus souvent, 18 fois plus souvent victimes que la population générale, hein, d'agressions et d'atteinte à la personne. I find I have to be the sad clown, laughing on the outside, crying on the inside. I feel exhausted just talking about it. Alors, je vais accélérer. Je vous ai mis cet extrait d'une série qui a tout changé, à mon avis, dans la représentation de la pathologie mentale et notamment de la dépression. C'est Les Sopranos, 1999. Là encore, l'avantage d'une série, c'est de pouvoir s'allonger dans le temps et donc d'être beaucoup plus subtil. Et Les Sopranos, ben, on peut lui reprocher beaucoup de choses à ce chef de la mafia, sauf d'être faible. C'est un chef de la mafia qui va développer une dépression grave. Là encore, c'est une série qui est tout en subtilité sur la pathologie. La pathologie est au centre de la série, avec ses allers-retours constants entre les conséquences sur sa vie personnelle, sa vie entre guillemets professionnelle. Je ne sais pas si on peut parler de profession pour la mafia, et cette pathologie, on y retrouve de tout, le rejet des traitements médicamenteux, le rapport aux soins, la honte d'aller voir les soins, hein. Il va voir sa psychiatre en douce, parce que vous imaginez que quand on est parrain de la mafia, on ne peut pas montrer une faiblesse, hein, c'est comme ça qu'il le dit. Enfin, là encore, on a quelque chose qui, sur le plan didactique, est tellement intéressant que moi je l'utilise avec les internes de psychiatrie. Je vais vous citer très rapidement 13 Reasons Why, qui a été une série qui, pour moi, est la meilleure série de prévention du suicide, notamment la première saison. Alors, je n'ai pas le temps de développer là, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites et écrites. C'est vraiment une série à voir avec ses adolescents lorsqu'on sent qu'ils vont pas bien, à voir avec ou à voir de son côté et pour pouvoir en discuter, parce que c'est ça aussi le pouvoir des séries et des films, c'est qu'on peut les regarder chacun de son côté pour aborder dans une discussion un sujet qui peut paraître difficile. Et puis je vais finir, parce que je crois que je vais finir par déborder le temps, par ce film quand même qui m'a beaucoup touché, qui est sorti, hélas, en plein milieu de la pandémie, donc qui n'a pas eu de distribution à la hauteur de la qualité de ce film. C'est La forêt de mon père, hein, que je vous invite à voir maintenant en vidéo, et puis je crois il est sur quelques plateformes de streaming. Bien, Isabelle. Ouais, c'est une petite vacances! Il croit que la forêt est à lui, mais elle est à tout le monde. Tout est à nous. Ouais! Laissez les enfants, j'arrive pas à me concentrer. Quand est-ce que tu l'as tué? J'en rachèterai une. Avec quel argent? Qui est-ce qui s'est fait virer? Ça suffit. Arrête de compter. Prenez tout ce que vous voulez. On n'a qu'à tout laisser ici. Ils verront pas. Attendez-moi dehors, les enfants. On va rentrer par la forêt.
Je viens avec nous, s'il vous plaît. C'est grave. C'est un début d'épisode psychotique. Il a besoin de soins. Vous devez penser à vous, à vos enfants. Je peux pas lui faire ça. Alors, je tenais absolument à vous montrer cet extrait parce qu'il a été fait par une réalisatrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Vero Kratzborn, avec qui j'ai eu la chance d'échanger, qui elle-même a eu une jeunesse un peu compliquée parce qu'elle avait un papa qui était atteint d'une maladie mentale. Peu importe la maladie mentale, et d'ailleurs dans le film, peu importe parce que c'est un film à hauteur d'adolescent, c'est un film à hauteur de famille. C'est très rare, je trouve, d'avoir des films qui montrent les interactions parfois difficiles entre les patients, enfin les personnes atteintes de pathologie mentale et leurs familles et les conséquences sur les familles. Franchement, regardez ce film. Et en conclusion, voilà, ce que je voulais dire, c'est que plutôt que de stigmatiser les mauvais films, regardons-les, pardon, essayons d'avoir une attitude d'explication et de responsabilisation, un peu ce que fait le programme Papageno sur le suicide, où il s'ouvre aux scénaristes et aux réalisateurs pour leur expliquer un certain nombre de choses. Après, c'est un choix artistique qui est fait, mais l'idée, c'est vraiment d'être éducatif vis-à-vis de ce qu'on nous montre, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon ouvrage, hein, d'analyser 200 ou 300 films pour montrer ce qui était plutôt exact, plutôt ce qui était intéressant et plutôt ce qui était complètement de l'ordre du mythe. Je vous remercie et j'ai dépassé et j'en suis désolé. Oui, mais c'était passionnant, monsieur. Merci, merci beaucoup. Nous allons passer donc à la présentation de Céline Loubière. Donc Céline, vous avez une maîtrise en anthropologie de la santé, vous avez complété par un master en éthique médicale, puis un master en santé publique. Et au Psychom, depuis 2012, vous vous appuyez sur ces compétences en sciences humaines et sociales pour valoriser et promouvoir les savoirs expérientiels des personnes qui vivent avec des troubles psychiques. Nous vous donnons la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je vais effectivement au Psychom. En fait, j'ai pour l'une de mes missions, c'est de développer ce qu'on a appelé la participation des usagers. Donc, c'est faire intervenir dans le plus possible, soit dans les actions qu'on va développer, les outils qu'on va proposer et les contenus qu'on va élaborer. Donc, la participation des personnes qui vivent quotidiennement avec ces problématiques-là. Juste Patrice, c'est vous qui partagez mon diaporama, si ça vous convient toujours? Voilà. Oui, c'est possible. Alors, je vous demande un instant. D'accord, merci beaucoup. Donc là, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous partager un retour d'expérience en fait qu'on a pu expérimenter depuis nombreuses années maintenant au Psychom, qui s'appuie sur les travaux d'une chercheuse qui s'appelle Virginia Gracien, qui a travaillé qui a fait toute une analyse sur le traitement médiatique des troubles psychiques, voilà. Et à partir des travaux qu'elle a pu mener, en fait, on s'est inspiré de ça, mais en fait, on avait déjà un peu commencé depuis quelques temps. On a développé un réseau de personnes concernées par des problématiques psychiques et des proches qui souhaitent toutes prendre la parole en public et partager leur expérience et leur savoir. Et donc, on a développé, ça fait maintenant 8 ans qu'on anime ce réseau et qu'on les accompagne en fait à une prise de parole publique pour partager leur vécu, leur expérience et leur savoir. Donc, c'est ce que je me propose de vous partager ici. Et cette intervention va vraiment venir compléter tout ce qu'on a entendu depuis ce matin, puisque quand on voit l'intervention de Christophe Debien, on voit bien que
En fait, le média, donc là plutôt culturel, va diffuser une image qui peut être dans les deux sens, c'est-à-dire qui peut être très négative, pessimiste, qui fait extrêmement peur, mais à l'inverse, ça peut être une image qui peut véhiculer de l'espoir, un champ de possibles, etc. Et là, ce que je propose, c'est plutôt de nous intéresser aux médias plutôt d'information, donc les journaux, la presse quotidienne, les documentaires ou les reportages qu'on peut voir à la télé et qui vont en fait venir s'inspirer de ce qui est fait dans les médias culturels et les deux vont s'inspirer et se nourrir de part et d'autre. Vous pouvez descendre s'il vous plaît, merci beaucoup. Alors en fait, les travaux de Virginia Gracia ont mis en évidence que il y a deux figures principales qu'on retrouve dans les médias d'information essentiellement. Donc je fais très rapidement, mais en gros, c'est la figure du bourreau, le malade mental vu comme un bourreau, donc c'est les termes associés, hein, voilà, qui va susciter une émotion qui est celle de la peur. Donc c'est ce qu'on retrouve un peu dans ce que nous a montré Christophe Debian. Et l'autre figure, c'est la figure du patient victime, qui cette fois-ci va susciter une autre émotion qui est peut-être plus honorable, qui est l'émotion de la compassion. Vous pouvez descendre s'il vous plaît. Donc pour préciser, la diapositive suivante s'il vous plaît, Patrice. Pour préciser la figure du bourreau, donc qui va véhiculer la peur, en fait, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que ces visions-là, ces images-là viennent pas de nulle part, quoi. Elles sont, OK, on peut se dire que les journalistes vont piocher dans ce qu'ils voient dans les films, et cetera, mais les films vont eux-mêmes se nourrir de décisions, d'organisation de soins, de, de de prise de position politique. Donc là, si on revient sur la figure du bourreau qui va inspirer la peur, elle trouve ses sources dans un héritage mais qui remonte à extrêmement longtemps. C'est vraiment tout un héritage culturel qu'on porte et dont on a beaucoup de difficultés à se défaire, qui est celui de le grand enfermement, la création des asiles, le fait qu'à un moment donné, on ait estimé que des personnes étaient tellement déviantes qu'il fallait les extraire de la société pour protéger la société. Après, dans un deuxième temps, on peut dire que ça peut être pour les protéger elles-mêmes. Plus récemment, on va trouver des faits divers qui sont traités en boucle de manière répétée, avec des vocabulaires qui vont induire des représentations négatives et qui vont avoir des conséquences. Donc, par exemple, le drame de Pau qui avait un jeune homme qui était sorti d'une hospitalisation et qui était crise aiguë et avait commis un acte criminel en tuant 2 professionnels de santé. Mais vous avez aussi le drame de Grenoble, donc les termes sont quand même assez forts aussi, qui pareil avait eu un acte criminel qui avait fait que, suite à ce drame-là, à Grenoble, il y avait eu des prises de décision politiques et une incidence après sur les hospitalisations et les contraintes de soins pour les personnes qui étaient suivies en psychiatrie. Voilà, et ça, c'est quand même quelque chose qui est questionnant, c'est-à-dire qu'un acte qui reste un acte isolé, mais qui est un acte tellement fort et impressionnant, qu'il va être traité et repris de manière répétée par les médias d'information notamment, heu, ça va faire effet boule de neige, qu'on va avoir l'impression que ça prend une ampleur assez phénoménale et que du coup, c'est un événement qui va représenter toute une population et toute une situation. Et à partir de là, on va prendre des décisions politiques, structurelles, organisationnelles, et cetera. Et de fait, un acte va avoir des conséquences pour toute une population de personnes concernées par des problématiques psychiques qui, par ailleurs, n'ont pas du tout de difficultés, enfin, veulent juste être soignées et retrouver un équilibre qui leur convient. Voilà, donc dans l'idéal, il faut pouvoir contrecarrer ce genre de représentations qui vont apporter une image biaisée de la réalité. Voilà, il ne s'agit pas de dire: «Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas», mais simplement de nuancer, de remettre en équilibre.
Concrètement, si on regarde les conséquences donc de ce type de figure, la figure du bourreau qui serait répétée, et diffusée, bah, ça va dupliquer et ça va renforcer les images, et les stéréotypes, les images négatives et les stéréotypes, dont on a un petit peu discuté, qui ont été un peu évoqués depuis le début, de cette matinée. Et surtout, donc ces images négatives qui vont induire en fait un lien entre, la violence, et les troubles psychiques. Et les raccourcis, sont vite faits. C'est beaucoup plus facile, on va dire, de faire passer un discours, simple, binaire, dans les médias, surtout quand on passe par le visuel et cetera, que de transmettre un discours qui serait, plus nuancé et complexe. Je suis pas du tout en train de dénigrer, les médias d'information, ni les médias culturels, mais, comme le disait Christophe tout à l'heure, on est tous autant qu'on est, en fait, on percute davantage aux images, on mémorise des messages simples, courts, donc il faut du coup être vigilant aux messages, qu'on transmet. Alors la figure suivante et donc la diapositive suivante, s'il vous plaît, merci beaucoup. Donc là, on revient sur la figure de la victime. On se dit: «Bon, bah, finalement, la figure du bourreau, c'est vrai qu'elle est vraiment pas très intéressante». Elle peut avoir, des conséquences donc problématiques. Donc finalement, cette deuxième figure de la victime, le patient victime qui va susciter de la compassion, elle est peut-être elle est plus intéressante à travailler et il faut peut-être, se concentrer sur cette image-là. Donc effectivement, elle a de réels points positifs puisqu'en fait, si on reprend, heu, un exemple en fait, vous pourrez chercher après sur internet si vous le souhaitez. Donc en début du 19e siècle, il y a une photographe qui est partie faire un reportage photo, dans un hôpital psychiatrique à New York, donc ça remonte, hein, on était au début du 19e. Elle s'est faite passer pour, elle-même, malade psychique pour être hospitalisée et en fait, elle a vu des conditions de vie, de soins, qui étaient, inhumaines, qu'elle a photographiées, elle a tenu un journal et cetera. Et suite à cette immersion, elle en a sorti, elle a publié, un texte dans un journal, je crois que c'est, je veux pas vous dire n'importe quoi, j'ai oublié le titre du journal, mais elle a dénoncé une situation qui était intolérable et suite à ça, l'hôpital a été fermé et il y a eu heu, des grands remaniements pour, repenser, le soin, notamment à New York et aux États-Unis. Heu, un exemple, qui avait été proposé là très récemment dans Télérama, qui s'appelle «Le jour où le fil d'Ariane s'est cassé», qui a vraiment mis en avant aussi, des situations très critiques, comment je pourrais dire ça? De rouleau compresseur, quoi. La personne se retrouve, parce qu'il y a eu un moment donné dans sa vie quelque chose qui s'est brisé, et elle est prise dans des rouages, dans quelque chose d'extrêmement compliqué, donc dans un système psychiatrique qui, fait qu'elle n'arrivait plus à s'exprimer, à être entendue et à défendre ses droits. Donc cette, quand les, journalistes, d'information, les médias d'information se positionnent, et s'appuient sur cette figure-là, c'est intéressant parce que là, ils peuvent être donc des lanceurs d'alerte, ils peuvent dénoncer des vérités qui posent problème, des droits qui ne sont pas respectés, des organisations, des pratiques, psychiatriques qui questionnent et cetera. Donc là, c'est intéressant. La seule limite avec cette figure-là, c'est que la personne, qui est, donc concernée par les problématiques psychiques n'est que victime. Elle est, elle est, prise, elle est aux prises avec un système qui est, oppressant et sur lequel elle n'a aucune prise justement. Elle ne peut pas agir, voilà, c'est comme ça elle est montrée. C'est les personnes concernées par des problématiques psychiques, ne sont pas du tout envisagées comme des acteurs, comme des personnes qui, vont, contribuer à changer, les perceptions, et cetera. Diapositive suivante. Donc ce qu'on peut se demander, c'est si on ne peut pas avoir une troisième figure et c'est celle sur laquelle on travaille, notamment au Psychom. Vous pouvez dérouler encore un petit peu, merci.
Donc ce serait la figure du citoyen. Donc c'est ce qu'ont abordé les intervenants précédents, la citoyenneté, remettre de la citoyenneté dans tout ça. On parle de maladie, on parle de psychiatrie, mais finalement avant toute chose, il s'agit de personnes. Ça peut paraître un peu bateau de le dire, mais au contraire, peut-être qu'il faut parfois, rappeler des principes de base. C'est-à-dire que donc en sortant de la figure du bourreau, avec la peur, de la victime, avec la compassion, et en proposant une figure de l'usager citoyen, du patient citoyen, qui, va s'inscrire dans une démarche, d'acteur, où il va participer, il va contribuer à diffuser une information, sur ces problématiques, on peut modifier, les perceptions. Vous pouvez dérouler s'il vous plaît? Heu et là, ça rejoint un petit peu à ce que disait Aude-Caria tout à l'heure sur, les, pratiques qui peuvent agir sur ces représentations, sociales, sur, les actions qu'on peut mener. Donc en diffusant, en s'appuyant sur cette figure médiatique du patient citoyen, on va l'appeler comme ça, on va clairement augmenter et améliorer le niveau de connaissance sur les questions de santé mentale. Surtout, on va donner une vision plus juste, de ce que sont ces problématiques. Puisqu'en fait, on va vraiment, croiser les regards entre, ce que pourrait dire un professionnel, ce que peut dire un politique, ce que peut dire un chercheur, mais surtout, ce que peut dire une personne qui vit avec ces troubles-là et ce que peut dire un proche également. L'idée aussi, c'est de pouvoir, donner la parole à des gens qui vont parler de leur quotidien et pas uniquement de situations de crise ou, d'oppression, et surtout, on donne la parole aux personnes directement concernées, et donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Vous avez, quand même, hein, de plus en plus de journalistes et d'émissions qui, s'inscrivent, et puis, notamment de séries, là, c'est ce que nous montrait, Christophe Debian, qui s'inscrivent dans cette approche-là. Voilà, vous avez par exemple dans Les Yeux d'Olivier, l'émission aussi là sur 28 minutes là qui passe sur Arte, voilà, donc après ça reste, un type d'émission. Voilà, donc pour faire, je vais accélérer un petit peu, je vais, dérouler, passer à la diapositive suivante pour, vous partager assez rapidement, donc l'expérience qu'on a menée au Psychom. L'idée, c'est de se dire, enfin ça c'est référencé, étudié et cetera, c'est que, l'un des facteurs, positifs, agir qui va agir positivement sur les représentations sociales négatives, ça va être donc de donner la parole aux personnes concernées, aux proches, de permettre une rencontre, entre le grand public qui connaît rien à ces thématiques-là et et les personnes qui vivent avec ces troubles psychiques. Donc on a développé, un réseau, de personnes qui ont envie de partager, leur histoire, leur vécu. Alors pas tout de leur histoire, mais des morceaux de vie, et qui sont des personnes qui sont prêtes à prendre la parole publiquement. Donc le bénéfice, il y a un réel intérêt à ce que les personnes, diffusent leur savoir, leurs compétences, prennent la parole, s'expriment, le plus largement possible. C'est pas nécessairement, ça peut être en public, auprès de médias, mais ça peut être aussi dans le cadre de conférences, de colloques, de cours, d'actions de sensibilisation. Ça peut prendre des formes très, très variées. L'expression peut être orale, mais ça peut aussi être une expression écrite. Voilà, il y a plein, plein de formats, de façons et de niveaux de participation. Mais quand on est vraiment dans une prise de parole publique, l'intérêt, c'est que, pour la personne qui vous écoute, en fait, ça va réduire la distance entre, ceux qui vivent ces problématiques et ce fameux grand public, dont on parlait, qui ne connaît pas grand-chose à la question. Les prises de parole basées sur des récits de vie, vont rendre le sujet beaucoup plus audible et accessible. On comprend mieux de quoi il s'agit parce que, qu'on le veuille ou non, en tant que professionnel, on utilise des jargons, on va faire des raccourcis et puis on est sur une transmission d'informations froides. Donc pouvoir, partager un contenu qui est basé sur une histoire vécue, c'est quelque chose qui permet au spectateur, en fait, de se projeter, dans, ce que vous avez vécu. Il ne s'agit pas de dire
que les témoignages doivent remplacer les prises de parole des professionnels, mais vraiment qu'il y ait une sorte de complémentarité et de croisement entre les deux approches. Heu, Autre bénéfice extrêmement important, c'est pour les personnes qui vont prendre la parole. Il y a une réelle valorisation de l'expérience, des savoirs qui ont été acquis, hem, une reconnaissance de la part, de professionnels et puis d'un public, des savoirs, que vous transmettez et des expériences et vous participez du coup à contribuer, enfin, à apporter une connaissance plus juste de ces problématiques. Voilà et pour, terminer sur la dernière diapositive, avant-dernière, hem, il est l'intérêt de ce réseau, en fait, c'est de pouvoir proposer un accompagnement à la prise de parole. Parce qu'il faut garder en tête que si le partage d'expériences est extrêmement, bénéfique, pour les actions qu'on veut mener, pour les sujets qu'on veut défendre et cetera, il faut que ce soit un contenu préparé, pour, d'une part, se préserver soi, ne pas raconter, encore et encore et encore son histoire parce qu'au bout d'un moment, ça peut être douloureux ou on peut s'y perdre et cetera. Donc il faut pouvoir s'y préparer en amont pour bien identifier le message qu'on veut transmettre, les pans de son histoire qu'on veut partager, et ceux qu'on ne veut absolument pas partager publiquement. Donc là, je vous ai présenté une série de petites questions, qui sont basées sur, ce qu'on peut retrouver, dans les méthodes qu'on appelle de média training, sur quand on veut apprendre à communiquer auprès des médias. Voilà, c'est des méthodologies, très cadrées, qui existent et qu'on peut trouver sur internet. Donc s'interroger sur le contexte de notre prise de parole. Pourquoi est-ce que je veux prendre la parole pour parler de mon histoire? Quel est mon objectif? Quel est le message que je veux transmettre? Pour dire quoi? Pourquoi est-ce que je vais y aller? Comment est-ce que je veux le dire? Quel format? Interview, colloque, écrit, oral? Et voilà, après argumenter, soigner son vocabulaire. Parce que vous aussi, voilà, petite chose à garder en tête, vous devenez au bout d'un moment, enfin, on est expert de son sujet. À force, d'expérimenter et de vivre avec, ces problématiques au quotidien, on développe, du jargon. Voilà et notamment dans les associations de patients, parfois, on peut avoir, des termes qui sont pas du tout compris par tout le monde. Voilà et enfin, dernière diapositive, mais qu'on pourra détailler ultérieurement si vous le souhaitez, je voulais vous proposer un petit, ce que j'ai appelé un mémo mantra, qu'on retrouve pareil dans ces accompagnements à la prise de parole publique, au média training et cetera. C'est que quand on veut prendre la parole en public, ça peut paraître contraignant de limiter, de cadrer comme ça, mais en réalité, on y gagne après en efficacité et puis en précision, sur le sujet et on est beaucoup plus à l'aise, quand on prend la parole, après coup. C'est de se dire finalement, garder à l'esprit qu'il faut aller à l'essentiel. Je ne vais pas tout raconter, je ne peux pas raconter toute ma vie. Je dois choisir un sujet, un thème que je veux défendre parce que si je raconte ma vie, c'est pas par hasard, si je raconte ma vie, si je partage mon expérience, c'est parce que je veux défendre un thème, je veux qu'on connaisse mieux la question d'être bipolaire, je veux qu'on reconnaisse, les savoirs et cetera. Savoir vulgariser parce qu'effectivement, on jargonne et enfin, un dernier exemple qui qu'on devrait tous appliquer mais qu'on fait pas, compresser le langage pour communiquer efficacement, éviter les longues phrases et puis, et et les longues interventions qui dépassent peut-être le temps. Voilà pour mon intervention. Je suis à disposition si vous souhaitez, échanger, davantage sur ces questions, mais je voudrais quand même garder un petit peu de temps pour, pouvoir échanger avec le public. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions, enfin de réflexions et de commentaires sur Monsieur Debien, sur les films, etc., où les gens s'interrogent sur quels films ils ont vu et tout ça. Moi, j'ai une petite question, Monsieur Debien. Avez-vous vu récemment la série Black Box? Eh ben non. Ah, alors, je le dis parce que bon, c'est une neurologue qui est atteinte d'un trouble bipolaire type 1 et ils la suivent donc dans différentes situations. Bon, c'est bien sûr un petit peu exagéré comme d'hab, mais ça me paraît quand même très, très représentatif et elle est quand même sympathique. Bon, voilà, je voulais juste signaler
et il lui arrive beaucoup de malheurs, mais on sent qu'elle va s'en sortir. C'est donc une série toute récente, Black Box. Eh ben, j'irai voir là. Je suis du côté d'Arte en ce moment, notamment avec la première version de Maniac, hein, puisque j'avais vu la série que j'ai citée tout à l'heure, Maniac. Moi, j'ai vu la version de Netflix, hein, qui est une version américaine. Et là, je suis allé voir la série initiale, hein, qui doit être norvégienne, je crois, qui est vraiment très très bien aussi. Mais alors là, qui est plutôt sur la schizophrénie. Mmh. Pour revenir à ce que disait Céline Loubière, il y a effectivement des émissions sur les différentes pathologies psychiques notamment dans Les yeux d'Olivier, que, que je trouve habituellement vraiment très très bien faites. Mmh. Un journaliste, je ne sais pas exactement quelle est sa formation, qui sait s'effacer derrière les personnes qu'il présente très bien. Pour moi, c'est un modèle, cet homme. Je ne sais pas ce que Mmh. vous en pensez, vous l'avez cité. Vous connaissez? Ouais. Alors je le connais pas personnellement, mais c'est vrai qu'il typiquement, il est vraiment il laisse la parole, en fait. Il laisse vraiment les gens dérouler et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est vraiment sur cet angle citoyenneté, quoi. Enfin, de la personne, qui va raconter, comment ça se passe au quotidien sans être ni dans une sorte de lissage, que tout est parfait et cetera, mais ni dans quelque chose de Pathos, oui. oui, dans le pathos non plus, ou dans la souffrance absolue. Je trouve qu'il montre vraiment enfin, il permet aux gens d'exprimer leurs forces et leurs ressources et leur fragilité, en fait, les gens dans leur complexité. C'est ça qui est intéressant. Oui. Donc oui, il y a lui, puis il y a d'autres maintenant qui commencent à s'y mettre, effectivement.